Ça fait hyper plaisir. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube qui va traiter, comme tu l'as très certainement deviné grâce au titre ainsi que grâce à la séquence qui a précédé juste avant, de mon Land Rover Defender. Et oui, parce que forcément aller dans le désert c'est super sympa, mais avec un vrai véhicule conçu pour, c'est encore mieux. Ici on est sur un truc vraiment robuste, hyper fiable, on est quand même sur un 4 cylindres turbo diesel, et puis c'est surtout hyper léger parce que ça fait quand même 2 tonnes. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas du tout. Non, ça marche pas du tout parce qu'en fait, en y réfléchissant pleinement, la clé dans le désert et dans le sable, c'est la légèreté. Alors ok, un Defender, je pense qu'il s'en sortirait extrêmement bien, mais ce serait trop facile. J'aime le challenge. C'est pour ça que j'ai choisi en fait cette 206 1,4 litre HDI. Globalement, c'est tout pareil que le Defender. Faut juste enlever 2 roues motrices, 1 tonne et un max de fiabilité. Non, bien évidemment, tout ça c'est de l'humour puisque le 1,4 litre HDI, le fameux DV4 TD, est également à l'épreuve des balles. Peut-être pas autant que le 300 TDI du Defender, mais le 1,4 litre HDI 68 chevaux, faut pas oublier qu'il a été dans les 206, les 207, les 208 et sûrement plein d'autres voitures. Ce serait pas un moteur fiable, il l'aurait pas décliné pendant des années, je pense. Je sais pas. L'objectif en vrai avec cette voiture il est hyper simple. Si t'as pas vu les épisodes précédents, je t'invite à aller les regarder avant de regarder cet épisode, sauf si t'en as rien à foutre, et dans ce cas là reste, et c'est très bien, ça me fait quand même une vue sur cette vidéo, c'est déjà pas mal. En gros, mon pote Amine est en train d'organiser le 206 Aventure, le premier vrai raid humanitaire en 206 dans le désert marocain, et vu que j'adore les 206 et que c'est un petit peu ma Madeleine de Prout, je suis en train d'en préparer une. L'objectif c'est de la rendre, ça se voit, oui. Voilà. Dans les précédents épisodes, j'ai donc rehaussé la voiture en faisant à peu près un plus 15 cm. Elle est sur ses roues. Elle est énorme. Et puis on a également fabriqué un demi-arceau dans la voiture, j'ai mis des sièges baquets, j'ai mis un volant tulipé, ça va être une vraie petite voiture de course. Le problème c'est qu'elle a toujours plus de 200 000 km et qu'il va falloir un petit peu la fiabiliser et donc faire un petit peu de mécanique dessus. Alors elle roule très bien, mais il y a quelques petits problèmes que je t'ai listés à la toute fin de l'épisode précédent. Et si t'as pas vu l'épisode précédent, je te mets une liste, là sur l'écran, sur l'écran, de tout ce qu'il y a à faire. Et le truc c'est que le rallye, à l'heure où tu regardes cette vidéo, il est dans 2 semaines. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, le rallye est dans 3 semaines. Donc, tout ça, il va falloir le faire en moins de 3 semaines, même beaucoup moins de 3 semaines, puisque l'objectif ce serait de rouler à la fin de la semaine avec la voiture, que ça devienne mon daily avant de partir au Maroc. Comme ça, je peux la déverminer, la brusquer un peu et voir s'il y a des problèmes. Et éventuellement les régler avant de partir. C'est tout ça, l'objectif de cette vidéo. Alors on va commencer par la courroie de distribution. Et sur ces voitures-là, il y a, comme sur toutes les voitures, une périodicité à respecter pour faire la courroie de distribution. Je ne la connais pas, et j'ai mon kit accessoire qui couine un petit peu. En vrai, quitte à dépenser 50 balles dans un kit accessoire, autant en dépenser 80 dans un kit distrib. Ma logique, elle est simple. Mon autre logique, c'est qu'on va lui mettre une grosse carto avec un gros rupteur, et puis ça va faire d'un max de fumée, et puis il y aura un launch control, et puis du coup, j'ai pas envie qu'elle pète pendant que je serai dans le désert en train de faire des... Mais avant toute chose, je vais te parler du partenaire du jour, que tu connais très certainement, mais rapproche-toi un peu. Ah non, alors un peu moins près, s'il te plaît. Ce partenaire, c'est Car Vertical. Car Vertical, c'est un site, que dis-je, c'est une plateforme qui te permet de vérifier l'historique d'un véhicule que tu possèdes déjà ou que tu souhaiterais acheter. Moi, j'avoue qu'avec cette 206, j'ai beaucoup de chance puisque je l'ai payé 300 balles et en vérité, j'en ai un petit peu rien à faire de son historique puisque j'ai absolument tout refait dessus. Enfin, je veux dire, on est dans l'éventualité où tu veux t'acheter par exemple un Porsche Cayenne. Et moi, je te conseille, avant d'acheter ton Porsche Cayenne, de taper sa plaque d'immatriculation ou son numéro de châssis directement sur carvertical.com. Et puis là-bas, tu pourras peut-être découvrir quelque chose de dramatique, comme l'a découvert ce propriétaire de ce Porsche Cayenne. Déjà, on se rend compte que tout en haut de la fiche, kilométrage, c'est pas bon, et dommage, c'est pas bon. Kilométrage, quand on descend, on se rend compte que fut un temps, il avait 35 000 km et puis il s'est retrouvé à 15 000 km et maintenant il a 70 000 km, donc tu rajoutes 15 000 km et t'auras le vrai kilométrage. Le problème, c'est qu'au moment où tu voudras revendre ton Porsche Cayenne, les personnes elles iront sur Car Vertical et puis tu vendras jamais ton Porsche Cayenne. Et ça c'est rien, puisque quand tu regardes tout en haut, tu te rends compte qu'il a été endommagé. Ça s'est passé en Allemagne pour une expertise entre 15 et 20 000 euros. Alors c'est peut-être pas grand chose pour un Porsche Cayenne, mais ça
tombe bien, on a même les photos du rapport. Et bon bah voilà, globalement, ça a quand même bien tapé puisqu'on lui a même arraché ses yeux. Pas terrible. Donc n'hésite pas, si jamais ça t'intéresse, il y a le code promo PDLV pour bénéficier de 20% de réduction sur ton prochain rapport car vertical. N'hésite pas, ça me fait plaisir. Alors avant toute chose, il faut que tu saches que moi j'ai jamais fait de distribution sur ce moteur, mais j'ai entendu dire sur internet que c'était une des distributions les plus faciles à faire ever. Parce que un seul arbre à cam, poulie d'ampères, et après le reste, y a rien de très compliqué, la pompe HP elle est pas pigée, c'est une poulie folle. Donc franchement, ça devrait pas être hyper compliqué. Cette vidéo-là, attention, ça a pas pour vocation d'être un tutoriel distribution. Et puis de toute façon, j'aurais même pas le temps de te le faire, puisque là, globalement, dans 7 jours et 2 heures, au moment où je te parle, la vidéo que t'es en train de regarder sort sur YouTube. Et t'as vu la liste? Il faut que tout soit fait. Donc j'aurai pas le temps de tout expliquer. Il faut que je me magne un peu le cul. Globalement, je vais faire ça en accéléré et je t'expliquerai à la fin si c'était chiant ou pas. Bon, ça fait à peu près 1 heure que je suis dessus et là, normalement, la courroie de distribution sort de ce véhicule Peugeot 206 1,4 litre HDI version tout-terrain. Allez, voilà, super. Bon. Je pense qu'elle a été faite il y a pas très longtemps. Mais dans le doute, je suis très content de la refaire. Alors, c'est la première fois que je fais une distribution sur un 1,4 litre HDI. Est-ce que c'est réellement la distribution la plus facile du monde? J'en sais rien. Puisque j'en sais réellement rien. Moi, j'ai fait des distribs que sur des 2 litres HDI et des TU5 JP4, 1,6 litre 16. Le reste, j'ai jamais fait. À côté des autres, c'est pas spécialement plus compliqué. Il y a plus de place, c'est vrai, parce que le moteur est un peu plus petit. Donc, c'est plus facile. Oui. Est-ce que c'est pour autant très facile? Non, c'est super casse-couille. J'avais envie de m'arracher les cheveux plusieurs fois. T'as quand même pas de place. Même si t'as de la place, t'as quand même pas de place. Mais globalement, si t'as un petit peu d'outillage, tu peux le faire sans trop de problèmes. Et du coup, ouais, effectivement, je suis plutôt content quand même d'avoir fait la distrib, puisque ça m'a permis de détecter que le support moteur côté distrib était, il est pas censé être comme ça. Puisqu'en fait, tu vois, l'autre moitié est pas censé être comme ça non plus. Donc c'est chouette, ça fera l'occasion de le remplacer. Je vais également faire la pompe à eau, puisque si tu regardes bien, on a l'impression qu'il y a une trace de fuite. On dirait du liquide de refroidissement séché. Et bon, tout est un petit peu gras. Bon bah c'est parti pour le remontage. Et je tenais à remercier, alors je l'ai découvert sur TikTok, il est super. En plus, il est dans le 38, il est pas très loin. C'est Brice de RA38. Voilà, je te fais un gros bisou si jamais tu vois cette vidéo. J'aimerais bien te rencontrer, j'aime beaucoup le contenu que tu fais, je le trouve très ludique. Donc les copains, si vous voulez un vrai tutoriel sur une distrib d'un 1,4 litre HDI, je m'en suis aidé, il est vraiment cool, allez voir. Et du coup, en ce qui concerne le support moteur qui a éclaté, j'ai trouvé ça dans mon stock. Le diamètre est plus important, par contre la hauteur est exactement la même. Ça vient d'un 2 litres HDI. Je pense qu'on va peut-être fiabiliser le truc en mettant un support plus gros, plus lourd, plus badass, tu as compris? Bon, pourquoi est-ce que j'ai pas voulu filmer la distribution? Parce que c'est chiant, et c'est chiant. J'aime pas du tout faire de la mécanique, moi j'aime créer, faire n'importe quoi avec une disqueuse et un poste à souder. Ça c'est drôle, ça c'est pas drôle faire une distri, j'aime pas hein. Mes respects à tous ceux qui font de la mécanique tous les jours. Là, je me suis imaginé comme Vartan chez Auto HV là, quand j'arrive là-bas, que ça sent le liquide de refroidissement, que ça sent le gasoil, qu'il en a plein les mains et qu'il me dit: salut mon ami, tu vas bien? Putain, comment il fait pour sourire? Moi je tous les jours faire ça. Ça, les gens ils disent que c'est la distrib la plus facile à faire. Mais quelle merde. Après c'est peut-être parce que je le fais pas tous les jours que je trouve ça chiant. Là j'ai été long parce que la distrib je l'ai faite 2 fois. La première fois je l'ai décalée d'une dent la courroie. Je sais pas, je l'ai mise sur la poulie d'arbre à cam mais je crois qu'elle a glissé. C'était très dur de mettre la courroie. J'ai fait 2 tours de Villebrequin, tu vois, pour arriver en face en haut. Et la pige, je vois, il y avait clairement la distance d'une dent. J'ai fait ah putain. J'ai renlevé la tension du galet tendeur, j'ai recommencé, bref. Et là ça tombe en face. Impeccable. Je viens de faire ma distribution sur ce cher DV4 TD. Bon, je fais la courroie accessoire parce que ça t'en as encore plus rien à branler. Je remonte les caches plastiques, toutes ces saloperies là. Et on se retrouve pour la suite. Mais au moins la distribution, on peut le cocher, c'est fait. Bon. Je viens de vous abandonner pendant plusieurs heures. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit juste avant, la mécanique, c'est chiant. Le kit accessoire complet, c'est fait. C'était infect, imbuvable. Et après, j'ai voulu changer le boîtier thermostat là. Et je viens d'y passer 1 heure. C'est de la merde. Il y a des vis, tu te fais mal aux doigts, tu t'arraches des morceaux de peau. C'est un métier de merde la mécanique. Ça ne m'intéresse pas. Faire des vidéos de mécanique, je déteste ça en fait. Là, il va falloir préparer le moteur Mercedes. J'ai pas envie, je vais me faire mal aux doigts. J'aurai les doigts tout noirs.
Non, en fait, je déteste la mécanique. Bref, on va remettre de l'eau dedans, et pas n'importe quelle eau, Motul Autocool. Je crois que ça, c'est un liquide de refroidissement qui a une amplitude extrêmement large. Autocool Optimal réduit la température de fonctionnement du moteur pour maintenir toute sa puissance. C'est ça qui m'intéresse. Puisque là où on va, il va faire très chaud. Mettre du bon liquide, c'est important. Et puis en plus, vu que j'ai changé la pompe à eau, tout le bordel, je vais pouvoir voir si c'est bien étanche. Sans pression, sans faire tourner le moteur, on s'en branle. Mais au moins, il y aura de l'eau dans le moteur. Et j'oublierai pas, avant de le démarrer, qu'il n'y a pas d'eau. Très important. Il est 17h44 et il fait nuit, le changement climatique là, incroyable. En fait je fais ça pour être sûr qu'il n'y ait pas tout qui tombe par la pompe à eau. J'ai pas mis de pâte à joint, il y avait un joint métal, je me suis dit bon, pas besoin de pâte à joint avec un joint métal. On va voir. Puis ça va se purger petit à petit, hein. Il n'y a même pas besoin de faire tourner le moteur je crois, hein. Juste ça va descendre tranquille. Ou pas, j'en sais rien en fait. En fait je suis pas un mécano, moi j'y connais rien, je comprends rien. Je fais des trucs, si ça marche tant mieux, si ça marche pas, tant mieux, j'aurais appris des trucs. Ouais, l'eau elle descend, ça fait des bulles. On va y remettre dans le gosier, hein. Impeccable. Bon, la lumière. On se retrouve demain pour des choses plus intéressantes. Bon. C'est le lendemain. Je suis allé chercher quelques petits trucs intéressants pour la suite de notre projet. Comme par exemple des pneus. Ça c'est très très cool, je suis hyper content. Et puis des plaquettes de frein, mais ça je vais t'expliquer juste après. Pour les pneus, j'ai choisi des Black Star. Ça y est, les gens vont commencer à râler. Je le sais, je connais les gens. Oui, mais si tu connais pas, ça c'est du pneu réchappé. Pourquoi est-ce que j'ai pris ça? Bah parce que déjà, les crampons sont beaucoup moins agressifs que les espèces de gros et vieux pneus de 4x4 que j'ai montés sur la voiture en guise d'essai. Ça, normalement, c'est la bonne taille, donc ça frottera ni les amortisseurs, ni les ailes, ni quoi que ce soit. Vu les heures que ça m'a pris pour calculer le diamètre et la largeur idéale, crois-moi que ça a intérêt d'être bien. C'est également des pneus réchappés, donc c'est cool, on pense un petit peu à la planète avec ce projet-là, je trouve ça très très cool. Même si on fait des kilomètres, moi j'ai confiance, je trouve ça très bien. Et puis surtout, on va pas se mentir, c'est vraiment pas cher. Et en plus d'être vraiment pas cher, on a du coup un profil qui est hyper agressif avec quand même des gros crampons qui sont super stylés. J'adore les gros crampons. Mais pour autant, on n'a pas un pneu qui est hyper dur. On a un flanc qui est super mou. Ce qui est très très bien pour rouler complètement dégonflé dans le sable. Donc je trouve qu'on est vraiment sur un compromis. C'est vraiment parfait. 50 € le pneu, qui dit mieux. Et puis mine de rien, il y a un autre truc qui est vraiment pas négligeable parce qu'on n'oublie pas qu'on a quand même une voiture qui fait 68 chevaux d'origine, même si on y fait un petit quelque chose, ce sera jamais une McLaren Testarossa, tu vois ce que je veux dire? Donc le poids du pneu est pour moi hyper intéressant. Et d'ailleurs ça tombe bien puisque vu que j'ai fait la distribution, j'ai une roue qui est démontée, je vais la peser comme ça, avec son pneu 4x4, son flanc super dur et sa gomme hyper agressive, je vais peser cet ensemble là, et puis je vais venir mettre notre pneu neuf sur cette jante là, on va peser et on va voir s'il y a vraiment une différence. Parce que je vous jure que pour avoir testé tout un tas de pneus et tout un tas de jantes différentes sur notamment la 206 HDI de circuit. Oui, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai effectivement des projets tous plus stupides les uns que les autres et en fait j'adore utiliser des voitures pour des tâches auxquelles elles sont pas du tout prévues. Je trouve ça vraiment génial. Parfait exemple, voilà. Parfait exemple ici aussi. D'ailleurs si tu connais pas le projet, abonne-toi. Il y a un nouvel épisode qui arrive très très bientôt dès notre retour du Maroc. OM 606 6 cylindres 3 litres turbo diesel dans une Peugeot 505. Voilà. Tout va très très bien. Bref, il faut absolument pas négliger le poids non suspendu sur ma 206 HDI ou même sur une 206 RC. Tu montes du 15, tu montes du 17, tu vois la diff. Tu sens la diff. C'est un truc de dingue. Donc si on peut gratter même 1 kg par roue, on va les prendre. On va pas se gêner. Donc là par exemple, la roue d'origine. Enfin la roue d'origine. C'est pas une roue d'origine mais tu as capté le ça. On est à 11-12 kilos. Ça dépend de comment tu mets la roue sur la balance. C'est un peu de la merde ces balances. Allez, on va dire 12 kilos. Ça me semble honnête. Je démonte le pneu, je monte le pneu et on fait une nouvelle pesée. Alors autant le montage s'est bien passé, autant là. Effectivement, j'en suis plutôt sûr maintenant, le flanc est mou. En fait, les pneus, vu qu'ils sont stockés à plat, bah les morceaux là qui sont censés coller aux pneus, ils sont vachement tirés vers l'intérieur au stockage. Et c'est ainsi que va la continuity d'Anthony. Ne colle pas alors. Anthony cherche solution et caméra tourne pendant 4 heures 36 et 12 secondes. The Off Voice est de retour pour vous faire grâce de ces minutes interminables où il cherche la solution pour faire coller son pneu rechappé qui tient aussi bien la route que l'entièreté de ses projets. Ah bah super, il a collé partout. Bien joué ça. Alors, le test du poids. Alors, fais voir. Oh putain.
Moins de 10 kilos. Alors, je sais, je pense pas avoir la balance la plus précise du monde, parce que justement, si elle s'est retrouvée à l'atelier, c'est qu'à la maison, elle était plus suffisamment précise. Mais je pense que si le machin nous indique 3 kilos de différence, c'est qu'on a une différence. Et croyez-moi, c'est vraiment pas négligeable d'avoir 2 kilos de différence sur une roue. Bon, ensuite, faudra l'équilibrer, monter les 4, même monter les 5 quand j'aurai fait le support de roue de secours. Bref, je suis content, j'ai reçu mes pneus, ça c'est une chose. Deuxième chose, j'ai reçu des plaquettes de frein qui ne sont pas du tout des plaquettes de frein de 206 1,4 litre. Ça, c'est des plaquettes de frein de 206 2 litres S16. Pourquoi? Mais parce que l'avantage en fait chez Peugeot et Citroën, c'est qu'on peut prendre des pièces de n'importe quelle bagnole et les monter sur à peu près n'importe quelle bagnole et ça fonctionne. Du coup, moi, dans mon garage, j'ai en stock ceci, étrier avant de S16, disque avant de S16. La différence, c'est qu'eux, ils sont ventilés totalement, ils sont beaucoup plus épais, on est sur du 22 mm d'épais, alors que là, d'origine, je sais même pas. Je suis désolé, la vidéo, elle est totalement déconstruite, mais en fait, j'ai tellement d'idées à la seconde qu'il faut que je fasse tout en même temps. Là, 20... Wow. Le diamètre est plus important, là on est en 246 et là on est en 266, donc quoi qu'il en soit, ça va peut-être freiner mieux et puis surtout la chaleur va mieux se dissiper, c'est surtout ça qu'on recherche, même si on va pas trop utiliser le frein à 10 km/h dans les dunes, mais performance. Je suis un idiot, du début à la fin je suis un idiot, j'aime tout modifier même quand ça ne fait pas forcément sens, c'est pas grave, c'est pas spécialement grave, je sais plus. On est mardi, hier j'ai pas fait grand chose. Dans le sens où c'était un peu une journée de merde, tu vois, j'ai une tête de fatigué, dans le sens où j'ai passé notamment 1h30 à essayer de faire coller un pneu neuf sur une jante, j'ai pas réussi. À l'heure actuelle, il est encore posé là. Impossible à faire coller. J'ai essayé des sangles, j'ai essayé plein de trucs, j'ai pas essayé le nettoyer en frein avec le briquet. Ça me fait un peu flipper, l'ayant jamais fait. Bref, j'ai passé 1h30 de ma journée à faire ça, et le reste de la journée, des trucs pas intéressants. En revanche, j'ai reçu un colis exceptionnel. On va aller se mettre devant la lumière. Ce colis, il nous vient tout droit de chez FMIC. Tu connais très certainement, c'est basé en Pologne et ils fabriquent et vendent des pièces performance pour les voitures performantes. Un peu comme celle-là. Alors, je suis très content de ce colis. Vous savez sûrement ce que c'est. Je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Et d'ailleurs, un énorme merci à fmic.eu. En fait, c'est sponsorisé, tout simplement. J'ai pas dépensé 1 euro pour ce colis. Et je pense que ce colis-là, pour l'instant, c'est le colis le plus cher que j'ai eu à déballer pour cette 206 de Rallye Raid. Donc ça, c'est très cool. N'hésitez pas, je vous mettrai tous les liens en description. On leur mettra aussi des petits logos sur la voiture une fois qu'elle sera terminée. Je suis très impatient d'en arriver là. Mais en attendant, il faut d'abord installer ce colis. Oh putain, comment ça déboîte. Oh putain. Ça, c'est de la durite, ça. Tressé, blindé. Le petit filtre à air, du coup, pour se faire la petite mise à l'air libre. Ça, vous l'avez compris, hein, c'est donc bien évidemment notre nouveau réservoir. Là, on a sûrement de quoi faire des raccords AN. Et là, on a notre putain de réservoir. Et en vrai, je suis content parce que c'est pas si énorme que ça. Hein. Je pensais que ça allait être plus gros. Je suis trop content. Donc, j'aimerais beaucoup installer ce truc-là aujourd'hui. Peut-être avant même de changer les freins et monter les pneus. Déjà, pour voir si la voiture démarre. Parce que, rappelez-vous, j'ai quand même fait la distribution tout seul comme un grand. Et puis aussi pour entendre le bruit qu'elle fait avec la nouvelle ligne full tube latérale. Eh oui. Dans le dernier épisode, si vous avez raté ça, j'ai fabriqué une espèce de ligne sur mesure, une demi-ligne sur mesure avec des morceaux de tuyaux qui traînaient. C'est abject, mais ça devrait faire le taf. Et j'ai également remplacé le catalyseur par un décatalysateur. Pas mal. Oh, la tête de vainqueur, frère. Pat? Ouais. Oui. Oui. Oh non, le micro était éteint, enculé. Bon alors du coup, je suis un peu deg parce que la voiture, elle est clairement pas dans le bon sens pour mettre le réservoir dans le coffre. Je vais un peu me faire chier là-bas derrière, mais c'est pas très grave. Non mais c'est tellement stylé, vous vous rendez pas compte. Dans une 206, 1,4 litre diesel. C'est génial. Ouais. Trop beau. Incroyable, magnifique. Donc ça déjà, faut savoir que c'est un réservoir de 40 litres. D'origine, il en fait 53, je crois. En tout cas, une fois, j'ai mis 53 litres dans ma 206. Donc, ça doit faire 50 litres, quoi, je sais pas. Celui-là, il en fait 40 et il n'y a pas de jauge. Alors, je verrai un peu plus tard, sûrement hors caméra, pour installer une jauge supplémentaire, puisque du coup, la jauge qui est dans le compteur d'origine ne fonctionnera plus. Mais c'est pas très grave, puisqu'il existe des jauges universelles. Il suffit de mesurer la profondeur du réservoir, tu perces un trou à la scie cloche. Franchement, c'est pas hyper compliqué. Bref, le truc qui est assez cool avec ce réservoir là, c'est que ici tu as un point qui est plus bas pour mettre ton arrivée et ton retour. Donc ça, il faudra que Ulysse nous fabrique des petites pièces sur mesure, malheureusement. Enfin malheureusement, c'est cool, c'est toujours stylé d'avoir des pièces sur mesure, mais pour mettre des durites normales avec des colliers normaux, tu vois ce que je veux dire. Donc mon idée, ce serait de mettre ça comme ça, peut-être pas forcément centré, parce qu'en fait dans l'idée, pourquoi est-ce que je le mets là? Bah déjà, le but c'est qu'il soit le plus centré possible, hein, pour la répartition des 40 kg sur le train arrière. Il sera jamais parfaitement centré à cause de l'arceau, mais on peut le décaler un tout petit peu à droite encore. Pourquoi est-ce qu'il est autant avancé? Parce
parce que tu vois en fait justement le décrocher, je pensais faire comme ça en fait, tu vois, l'avancer au niveau des ex-places arrière, comme ça le machin est déjà à peu près au bon endroit, ou alors je le recule beaucoup plus et je le surélève. Je me fabrique un petit châssis en tube carré ou je sais pas quoi pour le surélever un peu et je le mets plus en arrière. Ce qui sera du coup beaucoup plus facile pour faire le plein puisqu'on sera pas obligé d'aller mettre le pistolet à 1 mètre là-bas dedans, on pourra le mettre juste là, mais par contre il faut le surélever et on perd vachement en place de rangement et de stockage. Donc je sais pas, je vais réfléchir. Et après Anthony qui oublie d'allumer le micro, on a le micro qui enregistre tout simplement plus. Je devrais plus être la voix off, je devrais être la voix audio, car je suis toujours là en cas de problème audio. En tout cas, pendant cet extrait sans audio, Anthony a réfléchi à l'emplacement pas définitif du réservoir et a dit qu'il allait fabriquer des supports à base de tubes carrés récupérés au fond du garage. Et on reprend quelques dizaines de minutes. Plus tard, on se retrouve avec ceci, position à peu près définitive. Je vais en discuter avec Hugo, voir ce qu'il en pense, parce que le vrai problème, ça va être le remplissage du réservoir. L'idéal, ce serait d'avancer le réservoir et de le mettre à la place du réservoir d'origine, donc ici, en porte-à-faux, sur cette espèce de creux. Mais le problème, c'est qu'après, pour venir remplir le réservoir, genre, on ouvre la porte. Ah, là, quoique là, ça va en vrai. Hein. Là, c'est pas tant la merde de ce côté-là. Je vais voir avec Hugo, je crois qu'il vient d'arriver en plus. Je vais voir ce qu'il en pense et voir ce qu'il en dit. Mais avant de s'occuper du réservoir, ce bon vieux Hugo Dépôt est arrivé pour un tour de magie à base de nettoyants freins et de feu. Ah bah putain mec, ça a trop bien marché. Impeccable. Je suis choqué. Merci Hugo. De sa mère. Bon, Hugo est passé et on a fini par décider de ce placement. Vous allez être choqués. Il va là. Pourquoi? Pour garder un maximum d'espace de stockage ici, pour pouvoir ici mettre notre espèce de caisse qui va servir à entreposer tous les outils, donc l'électroportatif, les huiles, les machins, enfin bref, hein, on va se faire un gros caisson là qui va prendre toute cette place là. Et du coup, je me dis que techniquement, quand ça se sera plein, ça fera 40 et quelques kilos. Et ben là, on aura à peu près 40 et quelques kilos. Donc, je me dis que c'est pas trop mal d'équilibrer comme ça. Et surtout parce qu'en fait, les entrées et sorties du réservoir sont juste ici. Donc, Durit vont pouvoir faire ça directement là à côté du siège, devant, moteur, sans pour autant prendre trop de place au sol, parce que forcément si le réservoir il est en plein milieu, les durites vont passer en plein milieu, et il faudra faire attention quand on stockera nos affaires, nos outils, etc., que rien ne tombe dessus. Là c'est beaucoup moins embêtant. Donc je pense que c'est le bon compromis, surtout que bon, c'est pas non plus irréversible, si je veux le bouger, je le bougerai sans trop de problèmes. Donc voilà, je suis plutôt content de ce placement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je sais que c'est pas le meilleur placement, mais ça me convient, et puis c'est surtout aussi facile de faire le plein parce que là t'as juste à passer le pistolet ici, donc facile, très bien. Bon du coup je viens de pointer ma petite boîte. Du coup tu vois j'ai fait un petit pointage, petit point, la même chose ici et j'ai fait la même chose devant. Donc dans l'idée, oui ça va être le point définitif de notre réservoir. Mais alors avant de faire une connerie, je viens de me rendre compte que ma bouteille d'argon CO2 est complètement vide. Donc avant toute chose je vais aller changer ma bouteille de gaz. C'est comme ça qu'on perd encore 1 heure, c'est parti. Je l'ai fait tomber tout à l'heure en voulant la charger. C'est beaucoup plus lourd quand c'est plein que quand c'est pas... Oh putain. Ça fait 27 kilos. Il y en a qui vont commenter: oh t'es vraiment un fragile, attends je vais calculer. Calcule pas, ça fait 27 kilos, c'est très lourd pour moi. Oh les faibles d'internet, ta gueule. Tu viens de le voir, je suis allé chercher ma nouvelle bouteille de gaz. C'est du gaz Air Product et je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent la question de combien est-ce que ça coûte. Donc ça c'est une bouteille de 20 litres si je dis pas de conneries. Un mélange de argon et de CO2, c'est ce qu'il faut pour souder au MIG. Moi je fais tout avec, hein. Je fais l'acier, je fais l'inox, je me pose pas la question, ça marche très bien. Je paye un abonnement 204 € à l'année et la bouteille à chaque fois que je la change ça me coûte 107 €. Voilà, c'est les prix, il y en a plein qui me posent la question, c'est ce que ça coûte. Sinon, nous sommes donc mardi, il est 19h30, ce qui signifie que comme tous les mardis soir à 20h, il va y avoir un live sur Twitch. D'ailleurs si vous me suivez pas encore sur Twitch, qu'est-ce que vous attendez? C'est incroyable, tous les mardis 20h, on s'amuse entre nous, c'est trop cool. Je vous mets le lien dans la description et forcément c'est écrit juste ici. Ça fait toujours plaisir si vous venez nous faire un petit bisou. Donc ça, c'est mon petit setup du soir, c'est très cool, tu vois, ça ressemble à ça. Donc ce soir, on va filmer en live la fabrication du petit arceau qui servira de support de roue de secours. Donc ça, c'est très cool, ce qui signifie qu'on va utiliser dans la séquence suivante des extraits du live pour faire la vidéo YouTube, et ça, je trouve ça vraiment trop cool. Et en parallèle, on a Hugo qui est venu nous dire bonjour.
Donc ça c'est bien, j'ai pas besoin de le faire, c'est trop cool. Donc là le programme comme je vous ai montré, bah, il va virer les étriers d'origine de 1,4 litre pour pouvoir mettre des étriers de 2 litres. Alors c'est des étriers qui sont sur les partenaires, sur les C3, les C4, les 208. Bon, c'est très très cool, ça fait un freinage plus performant, plus endurant pour vraiment pas cher du tout. Genre je pense que le total tu peux t'en faire pour moins de 200 balles en achetant ça d'occasion et ça en neuf en prenant de la bonne cam. Ça c'est du disque, c'est quoi, c'est du Ridex? Ouais. Et les plaquettes c'est des Noroto, ça ira très bien. On va pas vous montrer comment changer les étriers, mais par contre si vous voulez voir comment ça marche, je vous mets une vidéo en description de comment ça marche full de A à Z. Donc n'hésitez pas à aller voir ça si jamais ça vous intéresse. C'est parti pour le live, passez un bon moment. Bonjour YouTube, salut YouTube, ça va? Ça va ou quoi YouTube? Non, franchement, bonjour YouTube. YouTube, c'est parti, on va fabriquer ce putain de support de roue de secours. Comment perdre du temps? Comment procrastiner? Alors, leçon numéro 1, parce que là, on pourrait déjà commencer à couper de la ferraille, mais moi, je vais dessiner d'abord la ferraille. Alors, dans l'idée, on a eu plusieurs idées, je vais vous parler un peu de toutes les idées. En gros, première idée, comme ça. Le problème avec cette idée, c'est que ça cache la plaque d'immatriculation et en fait, on a besoin d'une plaque d'immatriculation. Et après, on a réfléchi à éventuellement décaler la plaque d'immatriculation. Trop relou, faut rajouter les éclairages de plaque et tout. Si on démonte la roue, elle est où la plaque? Tu vois ce que je veux dire? Chiant. Deuxième idée, sur la lunette arrière. Je te montre. Du coup, on garde la plaque d'origine avec les petites loupiottes d'origine, tu vois ce que je veux dire? Donc dans l'idée, ce que j'aimerais faire, c'est ça. Je vais venir souder sur le haut de notre béquet qui est en tôle, tout est en tôle, le coffre, tout, c'est tout en tôle. Je vais venir souder ici une tôle, un fer plat, pour venir répartir la charge sur l'entièreté du béquet, ou en tout cas beaucoup plus que juste 2 points de fixation, d'accord? Écoute bien. Ensuite, ici, je vais venir souder une plaque comme ça. Le but, c'est de renforcer et surtout d'égaliser la charge et qui est pas pareil, juste 2 points de charge sur le haillon qui est en tôle de 1,2 mm, tu vois. Et ensuite, l'idée, ce serait de venir fabriquer un arceau qui ressemble à ça, qui serait soudé bien évidemment comme ça. Et du coup, ensuite, une fois qu'on a cette armature là comme ça, la distance entre les deux arceaux, ça fera exactement la largeur de notre pneu. C'est-à-dire que les bords extérieurs de notre pneu viendront poser là-dessus. Donc ça va équilibrer le poids de la roue en haut et en bas. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, ça va être le plus chiant, il va falloir venir fabriquer un arceau qui fera ça. Ce qui correspond exactement à la position du moyeu où viendra se reposer le centre de la jante. Et ensuite, en sortie de ce truc là, on aura 2 tiges filetées en M12 qui viendront accueillir la roue qui sera posée là comme ça. Et ici, on aura donc 2 écrous qui viendront tenir notre jante tôle. Est-ce que c'est pas une putain d'idée de ouf? Et c'est après ces explications claires, nettes et précises qu'Anthony trouva de la tôle pour mettre à exécution son dessin d'enfant de 4 ans. Évidemment, vous n'aurez pas à subir les 5 heures qui ont été nécessaires pour la préfabrication de ce prototype de support aléatoire de roue de secours d'urgence, mais si vous aimez subir, vous pouvez aller voir les lives d'Anthony. Ici, on a un monteur pour monter et une voix off pour voix offée. Bah écoutez les copains, c'est parti, on va tout poncer. Pas mal, non? Allez, on pointe! Ah, ça tue les gars! Après, en fait, l'idée avec ces trucs-là, c'est de les présenter là-dessus pour être à peu près perpendiculaire au sol. Et je vais tracer avec un marqueur la ligne du bas. Ouais, je vais faire ça, ça va être très très bien. Franchement, les gars, je vous mens pas, ça va être complètement du pif. Les découpes, tout, je sais pas. Faut que je mesure du point le plus loin ici au point le plus loin ici. Après, je fais mes 2 entailles complètement au pifomètre, mais ça va le faire. Et ce sera déjà pas mal en vrai. Mesure, vas-y mesure, dis-le bien fort. 33, très bien, et en haut 33. Ah non mec, c'est un truc de fou, c'est du total pifomètre, il m'a dit, en plus c'est aligné. Alors ce que je voulais pas vous montrer, en bas en vrai ça va, mais en haut c'est chaud quand même. Hein. Donc là, il reste plus qu'à souder, tu vois j'ai fait tac tac, le petit angle en bas, l'angle à 45 en haut, comme ça après sur ma barre du milieu, j'aurais juste à faire 2 angles à 45. Et regarde, c'est costaud mes petits points. Ça commence à ressembler à quelque chose là. Putain! Attends, pour avoir le rendu optimal.
Oh putain, c'est pète sa mère. Je suis hyper content, putain, je suis hyper content. On y est les gars, hein. On y est. Bon les copains, encore un nouveau jour, nous sommes actuellement mercredi et les choses ont bien avancé, je suis super content. En gros, suite au tournage du live d'hier soir, et bah le support de roue de secours a vraiment bien avancé. Ça donne un peu un look Mad Max à la bagnole, regarde-moi ça. Alors là, bien évidemment, tu l'as capté, tout est juste pointé, absolument rien n'est soudé correctement, mais ça nous donne déjà une petite idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. En gros, ça va ressembler à ça. Et franchement, je trouve que ça déboîte sa mère. Alors, il y en a beaucoup qui vont sûrement dire, comme dans le live justement d'hier soir, mais pourquoi tu la mets là? Pourquoi est-ce que tu la mets pas dedans? Mais pourquoi tu la mets là? Pourquoi est-ce que tu la mets pas dessus? Mais pourquoi tu la mets là? Pourquoi est-ce que tu la mets pas sur le capot? Et pourquoi tu la mets là? Et pourquoi est-ce que tu la mets pas plus bas? Et je vais répondre à toutes ces interrogations par une réponse toute simple. Bah, j'aime bien comme ça. C'est une bonne explication. Donc, dans l'idée, ouais, c'est presque terminé. Et je suis super content. Donc, on perd le troisième feu stop. C'est pas grave, on le décalera ici. Ou alors on en rajoutera un là. Ah, c'est pas bête ça en vrai. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, ça fera unique. Parce que c'est vrai que du coup, si on met le feu stop à la place de l'anti-brouillard, on n'aura plus d'anti-brouillard. Hein. Ouais. L'idée maintenant, ça va être de souder complètement la platine du haut, souder complètement la platine du bas, que ce soit vraiment uni, marié avec la voiture. Et une fois que c'est fait, je pourrais dépointer tout l'arceau qui est justement pour l'instant juste pointé sur les deux platines et venir le souder en entier dans l'établi. Ça, c'est très cool. Et du coup, tu l'as vu, là-bas, il y a Hugo et aujourd'hui, il m'a justement aidé à monter les 4 nouveaux pneus puisque j'en avais monté que 3. Vu d'ici, c'est effroyable. Alors vraiment, cette vue-là, il y a rien qui va. Il y a une roue qui est sur la voiture, il y a une roue qui est abandonnée par terre, il y a une roue qui est sur l'équilibreuse. Mais dans l'idée, les 5 roues vont finir sur la voiture et c'est très cool. Bref. Ah oui, j'ai aussi ça à vous montrer. Avant la vidéo, Hugo avait commencé les freins. Bah là, c'est terminé. Il va rester plus qu'à purger le liquide de frein. Je vais remplacer l'entièreté du liquide de frein de la voiture. Que dire de plus? Le réservoir de carburant est parti chez Ulysse pour qu'il me fabrique des petits raccords pour mettre mes petites durites. Et globalement, c'est pas mal du tout, hein, déjà. Moi, je vais souder ça. Ok, nous sommes actuellement jeudi après-midi et demain après-midi, je vais à Montélimar avec cette voiture-là pour faire la reprogrammation. Elle ne roule pas. En revanche, j'ai fait tout un tas de choses hors caméra pour essayer d'avancer le plus possible. Spoiler alerte, ça ne suffira très certainement pas pour être dans les temps. Déjà, je suis hyper content. Le réservoir est installé définitivement. Tu vois, je l'ai mis sur petit cil en bloc. Alors, les 4 cils en bloc, quand on a besoin en urgence, tu les commandes dans une boîte à côté de chez toi et ça coûte 38 € les 4 cils en bloc de merde. Bon, tout ça, c'est soudé. Tu vois, soudure exceptionnelle. Hein, ça se voit que j'y ai passé beaucoup de temps. J'ai fait des cordons un peu plus longs là où je pouvais. Enfin bon, voilà. Mais techniquement... ça tient, et c'est pas un problème. En plus, truc trop cool, Ulysse m'a fait ça. Un raccord en 6 mm pour notre retour et un raccord en 8 mm pour notre arrivée, ou c'est peut-être l'inverse, je sais pas. Et je m'en fous, je vais juste remettre comme c'était d'origine. Donc tu vois, c'est taillé dans la masse en aluminium, raccord AN10, vers durite normale. Alors oui, c'est un peu nul. Enfin, c'est un peu nul, c'est très chouette, mais je veux dire c'est un peu nul, dans le sens où j'aurais littéralement pu faire des raccords AN du réservoir jusqu'au moteur, j'aurais pu me débrouiller d'une manière ou d'une autre. Et bah c'est pas grave, c'est comme ça. Donc l'objectif pour ce soir, c'est de faire démarrer cette foutue... J'ai pas de gasoil. Oh, je dois bien avoir du gasoil dans une autre voiture. Je siphonnerai un réservoir et je prendrai du gasoil pour en mettre un petit peu là-dedans. Qu'est-ce que j'ai fait sinon en attendant hors caméra? J'ai fini de souder ça. Donc tu vois, ça c'est notre support de roue de secours. Tu l'avais bien évidemment reconnu. Il reste plus qu'à le brosser, meuler toutes les soudures pour que ce soit un peu plus esthétique. C'est pas les plus belles soudures du monde, mais au moins c'est très costaud. J'ai soudé ces 2 petits goujons de roue ici qui vont permettre de pouvoir poser la roue de secours et la visser avec des petits écrous. Donc ça c'est très très chouette. Ça attend d'être posé sur la voiture, c'est très très bien. Et là j'ai reçu des trucs très cool. J'ai reçu 4 injecteurs d'un litre 4 HDI et une paire de cardans, ce qui nous sera très très utile. Maintenant, on va s'occuper du réservoir. Si tu sais pas comment c'est fait au niveau du moteur, et bah c'est très simple, je te montre tout de suite. Le truc qui est très très cool sur les 1 litre 4 HDI phase 1, ça c'est une phase 1.5, c'est pour ça qu'elle a des phares et des pare-chocs de phase 2. Mais vu qu'elle a la mécanique de la phase 1, elle n'a pas de pompe de gavage dans le réservoir. Donc là on n'a pas besoin de rajouter une pompe électrique en 12 volts qui va venir sucer pas sûr de la vanne, le carburant du réservoir jusque dans le moteur. C'est-à-dire que tout se fait naturellement via la pompe haute pression. Puisque une fois que le moteur tourne au démarreur ou démarre par lui-même, et ben il va juste aspirer le gasoil, exactement comme pouvaient le faire les voitures carbu ou les scooters ou les deux temps, pareil.
la même chose. Ah, l'arrivée, c'est la plus petite durite, la 6 mm. Et le retour, c'est le 8 mm. Ok, donc là, en fait, il va falloir mettre un petit coup de cutter ici pour pouvoir récupérer ce raccord-là. Mettre un petit coup de cutter ici pour pouvoir récupérer ce raccord-là. Et on met nos deux nouvelles durites qui vont passer à l'intérieur de l'habitacle pour aller jusqu'au réservoir. Sur le papier, c'est pas hyper compliqué, mais le plus chiant, ça va être de trouver un passage pour les durites parce que vu qu'elles sont blindées, elles sont quand même assez gigantus, en espérant que je me sois pas trompé sur la taille des durites. Dans le pire des cas, il me restera toujours la soirée, parce que là, il doit être... Ouais. Il est 17h44, donc j'ai encore un petit peu de temps avant qu'il fasse nuit. Et puis de toute façon, même s'il fait nuit, je vais quand même pouvoir continuer à travailler parce que au 21e siècle, on a l'électricité et les panneaux LED. D'ailleurs, ceux-là, vous me l'avez souvent posé la question, ils viennent de chez Easy Garage. Voilà, c'est tout. Donc j'ai toujours la soirée, la nuit et demain matin, avant de partir à Montélimar, ça devrait le faire, puisque normalement, c'est le seul truc qui manque pour qu'elle puisse démarrer. Et en revanche, avant la carto, j'aimerais également changer mes injecteurs. On en est où de la petite liste ? Ah ouais, il y a quand même encore beaucoup de trucs à faire. Bref, je m'occupe de ces durites là et je te fais voir une fois que c'est terminé parce qu'en vrai, je vais juste tirer 2 durites jusqu'ici, c'est pas non plus... Et puis il faut que j'avance vite. Et hop là! C'est le retour de la voix audio pour sauver l'audio. Une fois de trop, l'audio a encore foiré pardon. Pas de son et pas de voix d'Anthony pour fièrement vous montrer qu'il a trouvé des trous 100% OEM pour faire passer ses durites à l'intérieur de la voiture. C'est tout de même fou que Peugeot ait prévu autant de trous dans la carrosserie des 206 à l'époque. Choc barre. Oui, il s'est passé... Ah non, toujours la même heure. Bon, vu mon mal de dos, il s'est passé quand même un petit moment. Venez voir ce que j'ai fait, vous allez kiffer. Ça se passe ici. Oui, d'ailleurs, j'ai un cadreur. Salut cadreur. Bonjour. Si vous regardez bien, il y a des petits tuyaux brillants. Si vous regardez bien, ils sont raccordés. Il y a un petit collier. À l'avant, la moquette est en place, les durites sont en place. Et c'est une bonne chose. Arrivée, retour. Durite collier, durite collier. Donc techniquement, on a un réservoir sur la voiture qui ne demande qu'à recevoir du gasoil. Problème, j'ai pas vraiment de gasoil. Le seul gasoil que j'ai à peu près en stock, il vient du réservoir d'origine de la 206 qui a brûlé. Donc, c'est pas le meilleur gasoil du monde, mais on a du gasoil. Mais en fait, ça fait des semaines qu'il décante. Donc dans l'idée, on va le filtrer, on va faire ça. Filtre peinture, 190 microns. De toute façon, il y a toujours un filtre à gasoil sur la voiture, donc... Et puis, elle va bouffer du gasoil marocain, donc... Parce que oui, si vous n'êtes pas au courant, il y a une vraie diff entre du gasoil d'Afrique, même du Maghreb, du nord de l'Afrique, et du gasoil européen. Ok. Le premier plein de gasoil de notre 206 de Red aura bientôt lieu. Ça me rend très joyeux, sincèrement ça me rend vraiment très joyeux. Alors on va se mettre une mise à l'air libre. J'espère que le circuit est étanche, j'espère que ça... J'en sais rien. En vrai il est plutôt clair le gasoil là, je suis assez content. Ah! Il y a un truc dont j'ai oublié de vous parler. Je vous ai fait tout un speech dans l'épisode d'avant où je changeais le volant et je vous parlais du klaxon et tout. L'autre jour, j'ai juste branché la batterie, la voiture s'est mise à klaxonner. Je vais débrancher le klaxon avant de mettre la batterie. D'ailleurs, la batterie est déchargée. Donc faudra prendre la batterie de la 206. L'autre 206. Y a rien qui va. Et là, on va commencer à amorcer notre circuit. Là, le gasoil commence à arriver, tu vois, il y a des bulles d'air. Et l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus aucune bulle d'air. Bon, alors autant la 206 HDI elle sert plus à grand chose en ce moment, mais là pour le coup elle va nous servir. C'est aussi la batterie qui sert à déplacer la Porsche, qui sert à déplacer plein de voitures, donc c'est cool qu'elle soit là. Oui, j'avais dit que je débrancherais le klaxon. Hop. Hop. Le moins, le plus. Alors je suis content hein, mais on est quel jour là? On est jeudi soir. Il y a encore tellement de trucs à faire, même si elle démarre. Voilà, maintenant vous entendez le toc 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 toc. Ça c'est un problème d'injecteur. Et on va le résoudre demain matin ou cette nuit. Alors elle fait un joli bruit, mais il faut vraiment s'occuper de cet injecteur. Mais oh, comment elle galère à monter en régime par contre. Soit j'ai décalé la distrib, mais je pense pas qu'elle tourne aussi bien. Oh, quand je fais piéto, elle galère à monter en régime. Hein. Je sais pas si c'est normal. En tout cas, le gasoil, il va jusqu'à devant et ça, c'est très très cool. Vous voulez savoir comment Anthony a perdu une journée entière et pourquoi la vidéo n'est pas sortie la semaine dernière? Voici le résumé de la journée du vendredi 26 septembre que j'ai décidé d'appeler l'injection maudite. Bon bah du coup, avant toute chose,
on va remercier Chatrex, qui est donc une casse auto. Vous les connaissez très certainement puisqu'ils sont maintenant sponsors de la chaîne depuis un petit moment. Et waouh, let's go! 2 injecteurs, les petites durites, les vis de bride, les brides, excellent. J'ai bien évidemment commandé 4 joints neufs. Suite à la réception de ces sublimes injecteurs envoyés par Chatrex, Anthony a entamé le démontage. Mais évidemment, comme ce moteur est conçu comme un V10 de Dodge Viper, il faut démonter la moitié des pièces pour accéder aux injecteurs. Vu qu'il était découragé, il s'est mis en tête de faire un diag des vieux injecteurs, sauf que ça a servi à rien, parce qu'il savait même pas ce qu'il lisait. Du coup, il a fini par démonter la moitié Du moteur, l'arbre à cam est visible pour changer tes injecteurs. Ou en tout cas pour changer les joints d'injecteurs. Même si tes injecteurs sont bons et que tu veux juste changer les joints. Ah, quelle merde. Après, j'abuse un petit peu puisque j'ai mis que 45 minutes pour en arriver là. Et je connaissais le moteur à moitié. Faire la distribution m'a vachement aidé à comprendre comment tout était branlé et ça c'est cool. Ce qui est moins cool, c'est que si tu connais pas le moteur, t'en as pour probablement beaucoup plus que 45 minutes. Et les injecteurs ne sont pas sortis, hein, attention. Ensuite, dans un faux espoir de rassuration, il a demandé à Chage et Prouté s'il fallait absolument faire le codage des nouveaux injecteurs. Et oui, c'est obligatoire. C'est avec un certain dégoût, mais sans difficulté, qu'il a démonté les injecteurs d'origine pour finalement découvrir un problème très peu évident. Attention, petit jingle de test de culture G. D'après vous, lequel était en faute ? Oui, effectivement, tu avais tout à fait raison. Il s'agissait bien de... celui-là. En fait, là, on a tellement eu de fuites que l'injecteur a pris la forme du puits d'injecteur. Je trouve ça hallucinant. Étant donné le niveau alarmant de calamine, il s'est fait prêter un outil pour nettoyer les puits. Donc ça a pris du temps. Puis il a monté les nouveaux injecteurs et il a passé des heures à essayer de les coder sans succès. Mauvaise référence ou incompétence d'Anthony, nous ne saurons jamais, mais j'ai ma petite idée. Dans un désespoir absolu, il a redémonté les nouveaux injecteurs et effectué un nettoyage sur les anciens avant de mettre des joints neufs. Et la fin de la journée arriva déjà. Bref, il a perdu une journée, il a raté son rendez-vous pour la carto et la vidéo est pas sortie. Bravo Anthony. Il est 17h44. Genre littéralement. J'ai tout remonté comme c'était ce matin. Juste, c'est propre. Je vais démarrer la voiture. Ça marche. Je me sens même pas heureux qu'elle fonctionne. J'ai perdu une journée. Enfin, techniquement, j'ai perdu une semaine sur mon planning. Je vais dire que j'ai perdu une journée. C'est très bien déjà, une journée. Alors, le bruit est génial. Franchement, c'est trop marrant. Mais cette montée en régime, lente. Genre lente. J'espère que c'est pas à cause des raccords et des durites du nouveau réservoir qui sont très petite. Parce que là, vraiment, piétole. Franchement, je sais pas. Peut-être qu'avec une carto, ça ira beaucoup mieux. Je sais pas. Bon, ça y est, je suis quand même soulagé, là. Veille de non-publication de la vidéo. On est samedi. Et hier, c'était pétage de câble. J'ai passé une journée à rien faire. Hugo est venu et on a fait ça. J'avais une folle envie de mettre un schnorkel sur cette voiture-là. On vous l'a pas filmé parce que je voulais juste profiter avec mon pote après cette mauvaise journée. Donc on a fait ça. Débitmètre d'origine, coude à 45, tube, réducteur, boîte à air en carbon snipers. Et après on a fait ça. Ouais, on est un peu parti en couille, mais globalement, ça va fonctionner. Je suis hyper content de ce truc-là. Et aujourd'hui, du coup, on a Clayton qui va arriver pour m'aider à réaliser un magnifique schnorkel en inox. On va faire ça au TIG et tout, ça va être très très joli, ça va être à l'extérieur de la voiture très chouette. En attendant, j'aimerais bien faire une purge de frein pour pouvoir déplacer la caisse. Let's go. Donc on va commencer par ouvrir ce bocal et on va le remplir à la mort. Et après on va utiliser un petit outil qui est vraiment cool qui s'appelle le Easy Bleed. Tu le mets en pression sur une roue que tu mets à 1,4 bar et du coup ça va venir pousser le liquide de frein à 1,4 bar dans l'entièreté du circuit de freinage de ta voiture. Et après t'as plus qu'à la lever sur un pont, ouvrir les 4 vis de purge et faire couler le liquide jusqu'à ce que ton liquide neuf arrive et que les bulles s'en aillent. C'est très facile, pareil, je te fais pas un tuto parce que j'estime que la vidéo doit être assez longue maintenant, je vais juste faire une purge de frein. Et voilà, la purge est faite, les 4 pneus neufs sont posés, reste le 5e là-bas. Mais de toute façon, j'ai pas encore terminé le support de roue de secours qui est ici, mais c'est vraiment en bonne voie. Donc écoutez, ça va être l'heure du premier démarrage et du premier déplacement depuis la réhausse et les pneus neufs
neuf et les pare-chocs coupés et wow, ça a vraiment une gueule monstrueuse. Hein. J'ai vraiment hâte de rouler avec et de voir la tête des gens, ça va être incroyable. Ouais, concernant la série 8, la 850i boîte méca que tu vois juste là, non, c'est pas à moi, c'est pas le futur projet, ça n'a rien à voir, je la stocke pour un copain pendant quelques temps. Et d'ailleurs, le quelques temps s'arrête aujourd'hui, elle s'en va aujourd'hui. Bon, c'est comme ça. En attendant, je vais démarrer ma 206 et ça me rend vraiment joyeux. Elle est énorme! Oh, la direction est dure sa mère. Hein. Tiens, écoute un peu l'échappement. T'entends le turbo qui siffle, c'est génial. Ouais! Mais la vérité, ça fait trop plaisir! C'est trop bien! Bon, étape schnorkel. Snorkel en kit. Oh putain, exactement comme l'Arceau, mec. What's up? What's good? Ça va quoi? Ça va, ça va. Ouais? Je suis là, on devrait le centrer au sable en vrai. J'y ai pensé. Non mec. On va reprendre du sable, Non. Les petites soudures là, oh, les petites découpes, les petites soudures là. On va faire des pick-ups. On va y laisser bien bleuir là. Ouais. En mode à l'américaine quoi. Ouais, je vais mettre le gaz à fond comme ça, t'as toutes les couleurs. Oh là. Non mais en vrai, c'est débile. Je suis d'accord avec vous, ça sert à rien. Et du coup, si ça sert à rien, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Mais ça sert pas à rien, c'est une expérience pour moi parce que je vais le faire sur mon Navara. Oui, alors, je sais pas si vous vous rappelez, la première fois que Clayton est venu ici, il est arrivé en 206. Et je me dis, waouh, mec, c'est pas crédible. Hein. C'est vraiment pas crédible. Là, il a step up. Vas-y, viens, on va montrer quand même. On va montrer. Waouh. Elle est vraiment trop belle. Elle est vraiment cool, ta 207cc, mec. Ça te va beaucoup mieux. Ouais, c'est le décapoté, cheveux au vent, le mulet qui respire un peu, c'est bien. Non, Navara, c'est quoi ça? C'est D21? C'est un D22 phase 1. Donc les D22 phase 2, c'est des moteurs de merde. Ça fait des coussinets de bielle comme une BMM. Et tu vois, genre les pistons qui sortent des blocs, les bielles qui sortent des blocs et tout, c'est normal. Mais ça, c'est fiable. Mets-toi à côté pour voir, mets-toi à côté. Bah, c'est encore un peu petit avec moi à côté, mais. Ça marche mieux que la 206. Ouais, c'est mieux. Mais ouais, ça c'est modèle fiable. Le dernier modèle fiable de Navara. Parce qu'après les D40, c'est de la merde. Les D22 phase 2, c'est de la merde. T'as cascade de pignon pour la distribution. Ça fait que 100 chevaux. Mais full mécanique. Vraiment, tu peux tourner à l'huile de friture. Du coup, tu vas nous faire une petite prépa à la Knowles Steelworks. Ouais, un peu mi-australienne, mi-américaine. On va voir ce que ça dit. Petite réhausse, gros pneus. Exactement. Belle jante. Si quelqu'un a des rotas Grid X, c'est les petites je annonces. suis preneur. Ouais, on sait jamais. Bon voilà, vous avez l'Instagram de Knowles Steelworks juste ici. N'hésitez pas si vous avez des trucs qui peuvent l'intéresser ou si vous voulez le faire travailler, hein, parce qu'il travaille maintenant. Ça y est, c'est parti. Pas encore. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive bientôt. Donc là, l'objectif, ça va être de faire un petit coup d'ici pour pouvoir tirer le plus droit possible à travers mes petites ouvertures. Ensuite, là, globalement, ça va être un coude à 90 ou peut-être légèrement plus fermé en fonction de ce qu'on a besoin. Et après, on fait quoi? On fait un truc qui suit la forme, qui revient un peu là et qui remonte? Du coup, je pense qu'on va faire, c'est que là, déjà, il faut mettre un petit bout de tube comme ça, là, pour relier à la boîte à air avec un petit coude. Et après, on essaie de tirer droit là. Et là, on va essayer de faire que notre coude il soit le plus plaqué à la carrosserie. Ouais. Et on le met orienté, donc à cet angle-là. Là. Ah ouais, bien. Et après, tu le mets ici avec un coude en haut là. Tu tires tout droit, c'est le plus simple. Parce que du coup, j'ai acheté ce petit truc là sur AliExpress. Ça, c'est un champignon anti-sable. Par effet Venturi, en fait, ça va collecter le sable à l'intérieur et quand même nous amener de l'air sans sable à l'intérieur. On sait jamais ce qui peut nous arriver. Regarde, j'ai acheté des petits accessoires aussi. Petite pelle. Faudrait que je lui fabrique un petit support quelque part. Quoi? C'est raccord, je vais pas prendre une pelle de 4 mètres de haut. Non, ouais, c'est léger. Pelle racing. Elle est en fibre de verre, mec. Elle est super légère. T'aurais pu le prendre en carbone. Donc voilà, vous avez capté, il y a un peu de boulot, mais ça va être très cool. No, I'm sturdy like a Millie Rocket. Skin clear, still look young, Andy Miller Nuggets. Money in my pocket. Don't call me a money pocket. Engine get to rocket. It sound like a thunder rocket. Yeah, I still love my baby even when it's toxic. Crazy like she Britney, but no, she don't shade the knock. No, Russell Wilson way I get low and stay in the pocket. I get paid and do my dance like a touchdown. Yeah, I can't do no trying to leave that gun around. In my teens, we were acting up and running around. Now we're grown, still get to it if it's necessary. On the ground from January to January. Never met nobody who retired when they were young. Ok, Cohen. Here we are. We're done. Mec. Snorkel fini. Mec, c'est... Oh, l'accent. Le snorkel est terminé. Le schnorkel? Mec, c'est incroyable. Je suis hyper content. Alors, pour tous ceux qui demandent dans les commentaires, à quoi ça sert Bah, en général, snorkel, c'est pour des 4x4, pour quand tu fais des traversées d'eau, des traversées de rivière ou quoi, pour pas te noyer, pas noyer ton moteur. L'échappement, c'est pas grave parce qu'il y a une pression positive. Ça crache du gaz, donc il n'y a pas de souci. Mais du coup, l'admission, si tu finis par avoir de l'eau dans ton admission, ben adieu à ton moteur. Oui. S'il cale et que tu forces, l'eau est incompressible, l'eau dans les cylindres, essaye de
comprimé, le puis ballot, ça casse le moteur. Mais du coup, dans notre cas là, ou dans ton cas, c'est le sable notre problème. Donc le sable, tous les voitures qui vont rouler, ça va cracher du sable de partout. Donc ton admission qui est bas sur la 206, c'est pas ouf. Donc ouais, dans l'idée, moi je voulais impérativement faire un truc comme ça, boîte à air en vrai carbone sur du vrai plastique, mais c'est très stylé. Et putain, le support, il est beau le support. Non, ça va pas rester comme ça, je vous rassure. Allez, vas-y, on le met en place. Oh putain. Oh. Comme papa dans maman. Tout seul. Hop, hop. Hop. Ça rentre. Ça rentre. Moi c'est magnifique. Et là. Ah attends, oui, attends. la petite patoune. Et oui, la patoune avec la visserie inox, patoune inox, snorkel inox. Y a pas mieux. Ça tombe pile poil. Mais donc, ouais, tu mets le snorkel quand t'es dans le désert pour respirer moins de sable. Et aussi pour pouvoir monter un piège à sable. Voilà, l'objectif Comme c'est t'as surtout. Alors, il y en a plein. Je sais qu'il y a ATM Automobile à qui je fais un gros bisou qui a fait son admission un peu pareil, sauf qu'il l'a fait monter ici. Et à la place de la grille, il a mis le piège à sable. Baptiste Pitois sur le Renault C15, il a fait un truc pareil aussi. Il a tiré droit dans le capot. Ouais, m'a fumé. Moi là, je voulais du style. Moi, je voulais du street cred en fait, hein. Tout bonnement. Attends, ouvre la porte pour montrer. Ah oui, oui. Et ça touche pas. Non mec, franchement, c'est d'une beauté. C'est pépite. Oui, Anthony, c'est pas street légal, c'est complètement illégal ce que tu fais. Bah, on n'a rien sans rien. Voilà. C'est génial, Et mec. maintenant, c'est gâché. Ouais, c'est vrai que c'est un peu super moche quand même, on va pas se mentir. Mais regardez-moi, c'est soudure. Mec, tu devrais avoir tout le temps sur toi, dans ton 4x4, des petits trucs en inox avec ton logo. Et là, ça irait tellement bien, mec. Putain, en vrai. Je ferai un petit sticker en attendant que tu refasses des trucs en inox. Ouais, carrément. Un petit Mais- logo découpe laser. Ah, il faudrait que tu mettes ça sur toutes tes créations. en vrai. Franchement, ouais. Gars, c'est incroyable. C'est ouf, hein. Ah, c'est trop stylé. Eh, sur ce plan, elle est trop drôle, on dirait un blob la voiture. Non, alors, nous sommes lundi, un énorme merci à Klein Knoll Steelworks d'avoir fait ce magnifique schnorkel. Ça finit pour moi la prépa de la voiture, visuellement c'est incroyable. Du coup, j'ai roulé avec la 206 ce week-end. C'est l'heure du débrief. Alors, la voiture roule extrêmement bien. En termes de géo, de frein, de tout ce que tu veux, la voiture roule extrêmement bien. En revanche, en termes de moteur, c'est une calomnie, c'était évident, vu la réponse de l'accélérateur. En revanche, j'ai trouvé quelque chose. Écoute. J'ai débranché le débitmètre. Écoute la réaction de la pédale. C'est beaucoup mieux. En revanche, quand je roule avec la voiture, c'est toujours absolument horrible. Sous les 2000 tours, j'ai une 206 1.4 HDI normale. Au-dessus des 2000 tours, j'ai une mobilette. Vraiment, il se passe rien. Je peux faire piétole à 3000 tours, elle reste à 3000 tours. Sauf que débitmètre débranché, je sais pas si c'est normal ou pas, sur la 406 2 litres 110, qui est une génération plus ancienne de calculateur, quand tu débranches le débitmètre alors qu'il est mort, ta caisse ça redevient un avion de chasse. Elle repasse sur une carto safe, mais une carto safe en mode vas-y frère. Alors que là, à mon avis, on passe sur une carto safe en mode dégradé. L'objectif du jour, ce serait de trouver quelqu'un qui puisse me prêter un débitmètre juste pour essayer un débitmètre. On va chez Vartan. Quelques heures après... Je suis allé voir Vartan. Il m'a dit débitmètre. Du coup, débitmètre. Alors ça c'est un Continental parce que je voulais de la bonne qualité. Je l'ai eu très rapidement, c'est très cool. Le problème c'est que ça coûte 114 € TTC. En sachant que c'est peut-être pas ça la panne, ça m'emmerderait un petit peu que effectivement ce soit pas ça la panne. Alors, normalement c'est pas hyper compliqué à remplacer. Un collier là, tournevis plat, douille longue de 10. Débitmètre. Off. Ça c'est en origine ou pas? Siemens, c'est sûrement en origine. Putain c'est ouf hein. Vraiment, oh, le marché de la pièce auto, c'est vraiment du foutage de gueule. Hein. C'est la même chose, ils ont juste enlevé le logo Siemens. Donc là, j'ai acheté un Continental, mais en fait, j'ai acheté un Siemens. C'est un truc de ouf. Hein. J'espère que ça va me résoudre ma panne. Parce que aller dans le désert avec 30 chevaux, je sais pas ce que t'en penses, ça me semble compromis. Déjà, on va voir tout de suite s'il fonctionne, juste en mettant des petits coups de gaz, comme j'ai fait 45 fois dans la vidéo. Hop, hop. Alors, les petits colliers comme ça, tac. Tac, et là, pince coupante, tu fais ça. Impeccable. Ok, bon, verdict. On va aller faire un tour, on va voir ce que ça donne. Il vibrait pas comme ça le schnorkel ce matin. Il est peut-être pas très bien vissé. C'était le débitmètre. Ouais, c'était le débitmètre. Ah parce que ça c'était impossible de le faire avant. Par contre c'est trop cool le bruit du schnorkel là. Mais elle a rien dans le cul en bas.
Ça roule vachement mieux qu'avant, mais c'est pas un avion. On verra à la carte ce qu'on peut faire. Et je pense que ça pourrait être pas mal quand même de faire un log pour voir si on a suffisamment de pression de carburant. En vrai, je pense pas qu'on aura mieux. On avait bien un débitmètre HS, ça c'est sûr. Maintenant, ça pourrait être bien de prendre 2-3 logs juste pour voir la pression gasoil. Ah, j'ai trouvé. C'est ça notre vibration, c'était juste pas serré. Déjà rajouter des colliers là et visser là, ça va déjà bien aider je pense. Anthony Promapper préparateur, 1000 chevaux veut faire des logs sur son vieux diesel fatigué, car Anthony doutait. Anthony sort PC, branche OBD et va rouler. Puis Anthony réalise que vieux diesel fatigué avance pas, mais que c'est normal, parce que c'est un 1 litre 4 HDI de 68 chevaux vapeur. Encore 1 heure de perdu. Je suis très content, très soulagé et très rassuré de voir que la voiture fonctionne avec son débitmètre neuf. Maintenant, il reste encore pas mal de trucs à faire. Alors, changer injecteur, ça je l'ai fait. Faire boîte à air, schnorkel, ça c'est fait. Fixer la galerie, c'est fait. Frein 206 plus purge, c'est fait. Support roue de secours. Suppression essuie-glace, c'est fait. Monter pneus, peindre roue de secours, c'est fait. Installer réservoir, c'est fait. Il y a pas mal de trucs qui ont bougé quand même. Là, on va se foutre sur le support de roue de secours. Pourquoi? Parce que j'ai une nouvelle idée pour le support de roue de secours. On va le faire démontable. Donc je vais le souder sur la caisse, je vais le disquer et après je vais fabriquer des petites platines pour pouvoir le monter et démonter comme on le souhaite. Et ça c'est plutôt cool. C'est parti! Là du coup, techniquement, le support de roue est terminé. Je vais serrer la roue à la péteuse, comme en conditions réelles, bien fort, en mode on est un peu énervé, on se dépêche, pour voir ce que ça dit. Ça c'est la petite péteuse qu'on va emmener au Maroc. Alors certes, c'est pas la plus puissante, mais c'est celle qu'on va emmener, donc c'est avec celle-là que je vais tester. Je la mets à fond avec une batterie neuve. Bon, faut pas non plus serrer comme des benets, ça sert à rien, mais en gros, l'objectif c'est que notre pneu vienne s'écraser sur l'armature en acier. Maintenant, il y a un truc que j'ai envie d'essayer, puisque quand on a fait le live sur Twitch, c'était un grand débat. C'est le poids de la roue sur le haillon, en mode quand tu ouvres le coffre, quoi. Alors là, c'est sûr que comme ça, c'est lourd, c'est même très très lourd, mais ça marche. Le coffre, il est à la limite de tenir tout seul. Du coup, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que des vérins de coffre de 206 avaient une force de poussée de 360 newtons chacun. Là, j'ai rajouté grosso merdo 15 kg de masse sur le haillon. Donc 15 kg, ça correspond à peu près à la louche à 150 newtons. On divise par 2 puisqu'on a 2 vérins, donc ça fait 75 newtons de plus. En gros, on doit être à 435 newtons par vérin, au lieu de 360. 435, 445, 425, je sais pas, on s'en branle à la louche. Oh, m'emmerde pas. Du coup, je me suis renseigné un petit peu sur l'interweb et j'ai trouvé les vérins de Renault 19 qui font à peu près la même longueur. Ils sont 2 cm plus courts, mais ils font plus de 500 newtons chacun. Selon mes calculs, les vérins de R19 devraient pouvoir lever ce haillon avec cette roue. Alors c'est pas gratuit les vérins, il y en a presque pour 50 balles de vérins, mais bon, j'ai pris ça dans une boutique juste à côté de chez moi. On fait marcher le commerce local et puis surtout, on les a très rapidement. C'est le gros avantage par rapport à l'interweb. De toute façon, ils sont un peu fatigués ceux-là en plus. Parce qu'en fait... Nom de Dieu! En fait, il faut savoir que à la base, avec Hugo, on pensait pas forcément changer les vérins. On pensait juste changer le système de vérins. En mode mettre des trucs en rigide ou j'en sais rien, tu vois. Effectivement, c'est un poil plus petit, mais ça reste plus qu'honnête. Bien évidemment, la petite boule fait la même taille. Déjà, avec un seul vérin de R19, ça tient. Imagine avec 2. Ouais! Ça, c'est beau, ça! Donc... en toute théorie, on doit être en mesure de fermer le haillon. Oh, c'est lourd! Pour fermer, c'est lourd. Et pour ouvrir le haillon... Oui! Qu'est-ce que t'en penses, Archie? Regarde! Ça tient tout seul, t'as vu? Tu regardes? Bon, c'est pas grave. Moi, je suis quand même content. Donc là, maintenant, il va falloir rendre ce support de roue de secours démontable. Tout simplement parce que peut-être que parfois, j'aurais pas envie d'avoir le support de roue de secours. Enfin, là, maintenant, de toute façon, il faut que je le démonte. Puisque je vais très bientôt emmener cette voiture à Steve, qui avait fait les vitres teintées de la E63 SAMG V8 biturbo, et qui va me refaire un petit truc très cool sur cette voiture-là. Donc, il m'a dit, non, clairement, c'est très chiant si tu me mets ça dans mon chemin. Enlève ça. Donc, bon, maintenant que c'est fixé, il faut le défixer. En vrai, je te fais voir quand c'est fini parce que tu t'en branles.
Encore une journée de passé. On aurait dit le début d'une chanson de Patrick Sébastien. Encore une journée de passé. Et la voiture ressemble toujours à la même chose, sauf que cette fois-ci, sur notre support de roue de secours, on a une vis, 2 vis, 3, 4 vis. Et c'est démontable. Je suis super content. Alors c'est super moche, il faut pas y regarder de trop près, mais c'est démontable. En gros, comment j'ai fait? Bah j'ai fait comme ça. J'ai soudé des patounes sur notre support. J'ai même pas meulé là, c'est un peu dégueulasse. Mais tu sais quoi, ça fait le taf. Ça fait largement le boulot, donc j'ai fait ça aux 4 coins. Et en fait, quand t'enlèves le truc, tu vois, j'ai même fait des petits bouchons. En vrai, c'est hyper quali, hein. Mais j'en ai plein mon cul. Donc là, faut que je mette du silicone de partout. J'ai pas soudé sur les 2 grosses plaques qui sont sur la caisse. Que je peigne le tout. J'en ai marre. Regarde. Oh putain, c'est bon ça! Ça c'est terminé et ça me rend vraiment très heureux. Alors qu'est-ce qui est terminé? Eh ben le support de roue de secours sur la malle et le support de roue de secours sur la malle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout barbouillé de Sika, j'ai mis une couche de Blackson et puis après j'ai repeint le haillon en rouge ici et en blanc ici. C'est certainement pas la plus belle chose que j'ai fait de ma carrière comme tu l'as vu sur les images, peut-être même une des plus moches que j'ai jamais faites, mais au moins ça va être durable dans le temps, très costaud et l'arceau est démontable. D'ailleurs je l'ai peint également, tu vois, ça va être vraiment stylé. Alors oui, je l'ai fait en blanc parce que nos vitres vont être blanches et ça on va le voir demain chez DG Performance avec Steve qui va s'occuper de nos fenêtres. Vous allez voir, ça va être plutôt très cool. Donc là maintenant pour ce soir le programme ça va être poncer l'intérieur des ailes. Oui, alors dit comme ça c'est un peu bizarre, mais en gros je vais juste passer un petit coup de là pour ébavurer. Je l'avais plus ou moins déjà fait, mais oh qu'est-ce que c'est? Salut, ça va ou quoi le sang? Le but ça va être d'ébavurer un petit peu, d'améliorer un petit peu ma courbe. Il y a des endroits voilà où là il y a encore un peu de métal, ça gratte un petit peu. Et ensuite comme ça je vais pouvoir mettre mon petit liseré noir en caoutchouc, exactement comme j'avais pu faire sur la 406 à l'époque. Alors je viens d'abandonner complètement l'idée de faire un dépôt illustré sur la voiture. Pourquoi? Parce que c'est une voiture qui va être sale, c'est une voiture qui va prendre des coups, c'est une voiture qui... Je veux pas passer trop de temps sur la carrosserie. Et en plus de ça, j'ai vraiment très hâte de m'occuper du kit déco parce que là elle commence à m'angoisser un petit peu avec ses couleurs qui veulent rien dire. Donc le but là, peut-être même ce soir, ça va être de commencer à dessiner le kit déco et pourquoi pas commencer à fabriquer des stickers pour les poser sur la caisse avec tous les sponsors et les gens qui ont participé à la voiture. J'ai vraiment hâte. Là, ça commence à être énervé. Non, t'as jamais vu une 206 comme ça, c'est impossible. Je pense que là, on a sous les yeux une des 206 les plus agressives visuellement jamais faites par quiconque, ever. J'en peux plus ma race, d'être 22h, 23h, j'en sais rien. Mais là, c'est que du plaisir. Là, on arrive dans la finition, on arrive dans les détails. Oh mon Dieu, regarde ça! Alors si tu te rappelles bien, dans un moment, avant maintenant, je t'ai dit que cette voiture-là était inspirée d'un Range Rover qui a fait le Dakar notamment en 1991. Et bah en gros, j'ai trouvé un dossier photo sur internet absolument complet. Et il y a le véhicule sous toutes ses coutures. On va faire les mêmes photos avec la 206. Je m'en branle. Dans l'idée, maintenant, j'ai envie de mettre des stickers sur la voiture parce que, en fait, le planning, là, toutes les petites cases cochées, j'en ai plus rien à foutre. Je veux juste me faire plaisir. J'estime que là, je vais aller faire la carto avec une belle voiture. Qu'elle soit fiable, je m'en fous, je veux qu'elle soit belle. Donc là, tu vois, j'ai tout un paquet de stickers à appliquer sur la voiture et ces stickers-là, je les ai fabriqués pour la plupart. En vrai, tout le monde s'en fout, on veut juste voir la carto et les flammes qui sortent de l'échappement. Il est 17h44. On se retrouve demain chez DG Performance. Voix off control, 206 raid autorisé atterrissage DG Perf. Bonjour! Et bonjour JC, Anthony, DG Performance, Montélimar. PDLV, Valence, voilà. Ça va la forme? Ça va super. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bah d'après toi. Je viens de voir pourquoi. D'après toi.
1,4 litre HDI, 240 000 km, embrayage qui patine. On fera l'embrayage avant de partir. Je le ferai pas en vidéo mais on le fera. J'espère juste qu'on va réussir à pouvoir tirer sur le banc malgré l'embrayage qui patine. Parce que l'embrayage patinait pas avant que je mette les grosses roues. C'est parfait, du coup on remplace les grosses roues par le petit rouleau. Alors, nouveauté, nouveau local. DG Perf, vous connaissez, on a déjà filmé chez lui, etc. etc. Mais on n'était pas dans ce local-là. Ici, on est vraiment à Montélimar. Avant, c'était pas à Montélimar. Et puis surtout, on a un nouveau banc. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Banc sur hub. Waouh. Comme les American Banc. Oui, du coup on n'a plus le banc ancré dans le sol. On enlève la roue, on met un support et on met le hub sur ton. Et tu me disais que ça en fait c'est vachement mieux. Bah t'as plus de sur patinage, t'as plus de risque que la voiture décroche et se barre contre un mur. On a plus tout ça, les sangles, les trucs, enfin voilà, c'est le patinage en fait, laisse tomber. Si tu passes des voitures de 700 chevaux, t'es pas là à l'appuyer pour pas qu'elle patine. T'as déjà passé des véhicules de ce standing là? De cette puissance là, ouais. De cette puissance là? Ça craint. Il va falloir qu'on sorte des petits trucs, qu'on ancre bien le truc. Ouais, non, pour être sûr. Tu te rappelles les injecteurs, ils étaient pleins de goudron. J'ai juste nettoyé, j'ai remonté, ça marche. T'avais raison. J'avais peur que l'injecteur qui avait du goudron qui soit flingué aussi. L'autre jour, elle s'est mise sur 3 cylindres, je l'ai coupé, je l'ai rallumé 4 cylindres. Donc c'est pas dit qu'on n'ait pas des problèmes. Et tu pars où avec? Pas loin, dans le sud, on va dans le sud. Ouais, un peu dans le sud. On essaye? On essaye. Bon, on va déjà la poser sur le banc. Enfin, la poser sur le banc. Accrocher les roues au truc là. Et on va faire un passage d'origine déjà, voir si elle sort sa puissance d'origine. De toute façon, là-dessus, on va jouer sur quoi? On va jouer sur pression gasoil, quantité de gasoil. Beaucoup de limiteurs, quantité de carburant. On va augmenter aussi un peu la pression turbo. On va tout retoucher. Le turbo, il va pas kiffer. Il est gros comme ça là-dessus, c'est exceptionnel. C'est parti, impeccable. Allez, feu. C'est quoi ton pronostic de puissance? 63 TTC, je pense. TTC? Ouais. Avant carto? Avant carto. 50. Non mais vas-y, abuse. Non, 64. Moi je dis 68, ça n'a rien à foutre. Ça va très très bien, 68. Bon, l'embrayage a patiné sur le deuxième tir. À mon avis, avec le stage 1, je sais pas si on pourra bien mesurer la valeur correctement. Ou alors elle a pris un overboost de couple et le calculateur a limité. À voir au prochain épisode. Non, alors 70 chevaux, mec, hein. Faut lui faire confiance à l'auto. Admission sport. Ouais, d'accord. C'est beau à mort, hein. On voit juste que les courbes sont à peu près équivalentes. Hein. On a un beau. Ça va pas tant patiner alors. Ah ouais, parce qu'en fait, t'as de la puissance, mais c'est une plage. C'est bien, ça veut dire que d'origine, c'est très bien fait. Hein. D'origine, en fait, tu peux tirer jusqu'à 4005. Hein. T'as la plage de coupe et là, la plage de puissance. C'est quoi ton pronostic, JC? Vital, engagé. Non, pas celui-là. À 96. Mais toi, tu triches. Si tu vois que ça sort pas 96, tu vas te débrouiller pour que ça sorte 96 sur la carte. J'aimerais que ça sorte 3 chiffres, comme il a dit. Non, je pense pas. En vrai, ça va être dur. Oh, parfait ça. Donc là c'était quoi? C'était une base map. On va juste faire une base map déjà, voir si elle prend des watts. Et après j'irai chercher grappiller les quelques petits précieux chevaux qui manqueraient pour mener ce projet à bien. Le projet de quoi d'ailleurs? Le projet que tu fasses le tour que tu vas faire, tu me la ramènes et puis qu'on boive un petit coup ensemble. Ah, ça je suis chaud, très bien. Bravo. Ça serait cool ça. C'était bien dit ça. On va rester soft. Ce grosse merguez, mec. Bon, on va essayer, voir ce que ça dit. Là, c'est pas la carte au final, hein, puisque comme vous le voyez là, il y a une Dacia qui a besoin du banc pour faire des petits réglages. Ouais, une Dacia de rallye, les gars, tout va bien. Donc là, nous, on va juste faire le petit essai, voir si ça marche. L'embrayage, c'est une tannée. Ça marche, mec. Alors, l'embrayage, il va pas faire long feu, je te le dis, hein, par contre. Hein. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Bon là, elle prend encore 5000 tours, elle rupte à 5000. On va baisser un peu le rupteur. Ça sert à rien qu'il monte aussi haut. Dans le désert, ça va juste nous faire chauffer la voiture de monter dans les tours. Mais ça nous fait une belle base de travail là, je pense. C'est très bien. Merci JC. Et après cette carto du Dakar et une vidéo digne d'un long métrage amateur du festival de Mon Cul, Steve est arrivé pour finir la voiture en posant des films blancs sur les vitres. La touche finale.
Waouh! Un grand merci à DG Performance ainsi qu'à DG Film 26 qui ont pu rendre cette voiture comme elle est actuellement, hyper sexy et grave puissante. Non, trêve de plaisanterie, en vérité, il y a tous les liens vers leurs réseaux sociaux en description. En ce qui concerne DG Performance, il est basé à Montélimar et en ce qui concerne DG Film 26, bah ils se promènent un tout petit peu partout pour faire de la personnalisation comme ça. Alors ils sont surtout spécialisés dans les vides teintées, dans le film teinté, mais là, bah ils sont très bien débrouillés. Mais là, je suis très content parce qu'on commence de plus en plus à se rapprocher de ma vision de la 206 parfaite pour faire le 206 Aventure. Un petit moteur nerveux, rageur, qui a sorti quand même 97 chevaux au lieu de 68, ce qui est magnifique, même si je pense qu'en réalité, il y a un peu plus de chevaux que ça, sauf qu'à cause de l'embrayage, on peut pas le vérifier. Puis là, de toute façon, je vais pas te mentir, on arrive à la fin du tournage de cette vidéo-là, parce que cette vidéo-là doit sortir. Le départ du 206 Aventure au Maroc est dans littéralement 2 semaines, donc il va falloir que je me débrouille à faire mon embrayage, et ça, tu le verras dans le prochain épisode. Mais là, globalement, je suis vraiment hyper content parce que, non, comme je viens de te le dire, ça ressemble vraiment à ma vision idéale de la 206 d'aventure. Il y a encore pas mal de trucs à faire. La décoration, bah finalement, même si je suis allé me coucher à 2 h du matin l'autre nuit, j'ai pas réussi à faire plus que ça, ce qui est déjà pas si mal, mais c'est loin d'être terminé. Enfin bref, si t'as kiffé la vidéo, bah abonne-toi parce que ce projet-là est loin d'être terminé et surtout ce projet-là, on va surtout l'utiliser au Maroc, je le répète, dans 2 semaines. Moi, je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis bah du coup à très vite sur YouTube et puis à mardi prochain 20 h pour un nouveau live sur Twitch, puisque oui, maintenant je fais des lives sur Twitch tous les mardis à 20 h. Bisous. Oh, la dinguerie, bordel.